Je m'appelle Wally, je suis chanteur. En 2015, j'ai eu 50 ans et ce fut le prétexte d'une tournée anniversaire de 25 dates partout en France avec une centaine d'amis artistes invités. Venant pour la plupart du théâtre, de l'humour ou de la musique, ils arrivaient avec en cadeau une chanson, un monologue ou un sketch. L'idée était aussi de se mélanger sur des choses de mon propre répertoire, notamment des chansons courtes, et on terminait tous les spectacles au coin du feu avec une chanson du patrimoine que j'avais choisie. Ces 25 spectacles uniques ont tous été filmés, captés, comme on dit, et ont fait l'objet d'une série de 7 épisodes de 52 minutes chacun qu'on peut retrouver sur mon site. Au-delà de tout ça, l'idée est venue assez rapidement de recueillir la parole de tous ces camarades de jeu qui, bien que peu médiatisés, voire pas du tout, continuent d'exercer leur métier dans des centres culturels, dans des assos, dans des salles des fêtes, chez l'habitant. L'idée aussi de recueillir les témoignages de ces programmateurs qui continuent de proposer ce type de spectacle. Le but de tout ça, faire humblement une photo en 2015 de ce secteur dans lequel nous évoluons, qu'on appelle spectacle vivant. Voilà. Alors évidemment, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans, mais au fil des nombreuses questions-réponses, peut-être vous ferez-vous une idée plus précise de ce que nous défendons, de ce qui nous anime, de ce qui fait qu'on fait ces métiers, que d'aucuns réduisent aux intermittents. Je tiens à rappeler qu'intermittent, ce n'est pas un métier. Alors un questionnaire a été élaboré et soumis à tous les invités, avec cette idée de s'éloigner au maximum de l'œuvre personnelle, des références, bon, etc., etc. Éviter le moi-je. Voilà, c'était ça, pour décentrer un peu le propos, afin d'avoir une vision, je dirais, plus globale et plus éclairante. Au sommaire de ce premier numéro capté à Grenay, dans le Pas-de-Calais, au centre culturel Rony Couteur, Loïc Lantoine, Mourad Musset, Florent Ventrinier, Pierre Leric et Ali Boukassem. C'est parti. Un artiste, c'est un gars du 20h30. C'est l'heure du divertissement où les gars qui ont du boulot ou pas de boulot après manger, ils vont se changer les idées. Alors souvent c'est devant la télé, hein, mais donc je suis un espèce de mimimati amélioré. J'interviens pour divertir les gens, pour leur changer les idées. Je suis un gars du 20h30. Ouais, je pense qu'un artiste, c'est une part de nous tous. Je pense que tout le monde a une part artiste en soi, quoi. Et donc il y a des gens qui en font un métier, mais je crois que ça se résume pas qu'à ça, quoi. Je connais plein de gens qui sont de métiers autres que soi-disant artistes, mais qui le sont réellement. Je crois que c'est aimer ce qu'on fait, c'est une passion, c'est mettre de l'amour dedans, et puis avoir peut-être, grâce à ça, développer quelque chose peut-être un peu différent, enfin une autre manière d'aborder les choses. Voilà. Mais je crois que c'est de l'amour, de la passion, et d'un seul coup, c'est pour ça qu'on dit ouais, c'est tout un art de faire la cuisine ou je sais pas. Voilà, je crois que c'est ça, c'est beaucoup d'amour d'abord. C'est une manière de vivre. Il y a beaucoup d'artistes qui montent pas sur scène, hein, voilà. Donc je pense que c'est plus une attitude. C'est avoir un besoin, une envie de décliner le monde autrement, peut-être de dire autre chose, de se réveiller avec un manque de quelque chose et de se dire que ce manque-là, il faut à tout prix le résoudre parce que sinon on se sent pas bien, on n'existe pas, on est en angoisse. Voilà, donc essayer en tout cas de combler quelque chose, une sorte de manque et que j'essaye, parce que je vais parler que de moi, que j'essaye de combler en écrivant ou en chantant ou en faisant du théâtre, enfin en tout cas en m'imaginant un autre monde que celui-là, comme si on voulait aller quelque part dans un fantasme, dans un rêve. Voilà, pour moi, c'est cette nécessité-là que sinon on n'existe pas. Sinon on a l'impression qu'on mourrait ou qu'on coulerait dans l'océan de la réalité. Je crois que c'est ça. Oui, je me considère comme un artiste. Après c'est pas un jugement de valeur non plus. Artiste, on peut être plus ou moins bon, mais peu importe. Finalement, j'ai un copain qui s'appelle Stéphane Cadet qui parlait d'enfants et qui travaillait et il disait une très belle phrase, je trouve, ils chantent faux de tout leur cœur. Voilà,
ça peut être ça, un artiste. Après, c'est difficile de dire qu'on est artiste soi-même. C'est mon métier, c'est marqué sur ma fiche de paie. J'y vois aucune forme d'esthétique. Un gars qui décide d'être un artiste en est forcément un. Après, c'est une affaire de goût, que ce soit bien ou pas. J'ai pas de souci avec ce mot, ni aucun autre mot d'ailleurs. Moi, comme un bricoleur, moi. Je tourne autour, mais je bricole. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Oui, c'est utile, encore une fois, si c'est de l'amour, c'est utile, voilà. C'est de dire j'aime ça. Et de dire j'aime ça, c'est aussi quelquefois de dire du coup j'aime pas telle chose, mais je crois que l'intérêt c'est surtout de dire j'aime telle chose, c'est déjà un vrai positionnement. Et voilà, après qu'on ait raison ou qu'on ait tort, je pense que ça a toujours le mérite d'être dans l'action, quoi. Si un artiste doit être utile, s'il ne l'est pas, c'est pas la peine de persévérer. L'artiste, il a un seul patron. Il a un seul patron, sauf qu'ils sont nombreux. Plus ou moins nombreux, mais c'est les gens qui viennent le voir. Et si ces gens-là passent un bon moment, peu importe pourquoi ils viennent au spectacle, si c'est pour se fendre la poire ou pour se donner la rage au ventre, si ça fonctionne, le gars en question a bien fait son boulot. Oui, moi je pense qu'un artiste c'est utile. Enfin, quand on fait quelque chose, ou quand on produit quelque chose, ou quand on montre quelque chose à quelqu'un, forcément, ce qu'on va lui apporter, justement, rien que le fait déjà d'être artiste ou de vivre de cette chose-là, va peut-être susciter chez l'autre quand même d'autres envies, en tout cas d'autres choses dans son esprit qui pourra peut-être l'amener vers d'autres univers et lui aussi peut-être à devenir artiste. Sinon, je pense que ça apporte quand même aux gens qui nous écoutent cette chose de ne pas se sentir forcément seul par rapport à des questions, à des choses. D'un coup, on voit bien que l'autre, même il y passe beaucoup de temps à résoudre ou à se poser des questions, que forcément les gens qui sont entre guillemets pas artistes peut-être se posent moins, ou en tout cas moins le temps de s'y poser dessus, ou d'y réfléchir, ou en tout cas même de les transcender, et que tout d'un coup, quand ils voient quelqu'un les transcender, peut-être il y a une sorte de fraternité qui se passe, et qui fait que quelqu'un peut du coup se rassurer, comme quand on lit un poème et qu'on se dit tiens, c'est vraiment les mots que j'aurais aimé pouvoir dire ou que je ressens mais que j'arrive pas moi à dire, et du coup se trouver une fraternité dans le monde et devenir un peu plus tous, entre guillemets, sentir qu'on a la même histoire en fait, qu'on a les mêmes choses à l'intérieur de soi, ou comme quand on voit des films, etc. Moins se sentir seul peut-être. Un artiste a peut-être ça, ce vecteur-là de faire que réunir peut-être un peu les gens, je ne sais pas. C'est en même temps, je n'ai aucune certitude, mais l'utilité devrait être là, en tout cas je pense. Voilà. Je voudrais vivre mieux. Je voudrais vivre mieux. Je voudrais vivre mieux. Je voudrais vivre mieux. Moi qui ai dans ma vie jamais fréquenté de club, je pourrais intégrer celui du Scrabble. Alors, tu joues quoi? Je sais plus. Il y a des différences, ça c'est sûr. Après, pour moi, la culture, il y a une culture humaine qui existe avec plein de petites différences dedans, qui sont toutes plus ou moins intéressantes. Voilà, après, effectivement, il y a des différences. Je pense que les gens qui gagnent 1 million par jour ou par semaine s'amusent pas de la même manière que ceux qui en gagnent 200 € par mois ou 300 € par mois. C'est pas les mêmes amusements parce qu'apparemment, il faut avoir de la matière pour s'amuser. Mais il y a plein de gens qui s'amusent sans matière et cela m'intéresse énormément. En ce moment, je travaille sur des textes de Victor Hugo, que je considère comme vraiment dans l'élite de la culture, mais qui est à la fois extrêmement populaire et qui parle de tout le monde, qui s'adresse à tout le monde. Le danger, c'est que les gens se disent que la culture est élitiste, que Victor Hugo est élitiste. C'est pas vrai, il n'est pas du tout élitiste, il est compréhensible par tous, il s'adresse à tout le monde.
Non, mais les poètes, je trouve, sont des visionnaires, quoi. Ils sont en avance sur leur temps. Lorsque Lamartine écrivait autant suspend ton vol, je pense qu'il parlait de toute évidence des futures grèves à Air France, quoi. La manière dont on peut donner accès aux gens, aux choses, ça c'est compliqué. On se fait depuis petit, moi je ne reviens pas d'être arrivé à faire le zouave devant des gens, mais je fais partie des gens qui ont le sentiment d'avoir été presque humiliés en enfance, enfin en tout cas un peu écrasés par rapport à l'écriture, qui est la chose qui m'anime le plus. À l'époque, on m'apprenait qu'il fallait que je soigne mon orthographe, mais que pour ce qui était de la poésie, ça c'était l'affaire des génies. C'est quoi un génie? C'est un gars qui a le droit de picoler et de s'enculer avec son copain. Mais toi, tu restes bien sage, et si tu soignes ton orthographe, tu auras peut-être un poste de cadre dans une entreprise. Les moyens d'accès sont compliqués. C'est vrai que je suis toujours un peu désolé de voir par exemple des scènes nationales qui est un bien pour tous. Qui appartient à chacun. Il y a plein de gens qui ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour pousser la porte. Ça me rappelle mes premiers souvenirs de spectacle. J'étais allé voir la classe, quand même, Barbara. J'ai été extrêmement impressionné, mal à l'aise en arrivant. J'avais les mains moites, je me sentais un peu sale et bête. Et quand j'ai vu mon père mettre une thune dans la main de l'ouvreuse, j'étais hyper rassuré, hyper fier, qu'il connaissait un petit peu les codes. Et c'est toujours... ça, c'est un vrai souci, de savoir que plein de gens ne se sentent pas à l'aise dans des endroits qui leur appartiennent. C'est quand même fou, quoi. Ils vont moderniser les prisons. Ils vont changer les serrures. C'est qu'il faudrait enlever ce mot culture parce que finalement c'est trop compliqué, même pour l'artiste d'ailleurs, même pour les gens c'est trop compliqué. On devrait plutôt parler, il me semble, d'humanité, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, moi je fais du théâtre, donc c'est plus du théâtre, mais en tout cas de rentrer sur scène et de me dire, voilà, j'enlève la scène, j'enlève tout ce que moi je me suis préfabriqué aussi comme image de l'artiste, comme image de ce que je dois représenter ou de ce que je dois faire, mais plutôt être directement lié avec la personne qui m'écoute, comme un être humain parle à un autre être humain, et donc enlever toutes ces frontières qui font un peu peur de la culture, de l'artiste, des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait les balayer pour arriver à une sorte de rentrer dans une salle de théâtre et de se dire c'est quelqu'un qui va raconter la même histoire, je vais jouer avec lui et lui va jouer avec moi. En gros, voilà, pour moi, voilà. Donc après, effectivement, moi je trouve que le théâtre doit être populaire, donc c'est une sorte de pléonasme que de dire théâtre populaire pour moi. Donc je suis toujours étonné quand on dit ah vous faites du théâtre populaire, parce que je trouve que finalement je vois pas comment on peut faire du théâtre élitiste. Je ne comprends pas réellement. Donc j'essaye toujours de faire du théâtre, mais ça c'est rentrer déjà, c'est-à-dire de devoir me défendre de quelque chose que finalement, qui sont des définitions, et que ces définitions-là, je pense qu'elles empêchent tout le monde de pouvoir se décomplexer par rapport à ça. Du coup, on met un complexe, on met une sorte de barrière, de frontière qui arrange certainement, parce que des fois on est bien confortable aussi d'être dans nos positions entre guillemets d'artistes, on se réfugie derrière et c'est des fois un peu oui mais c'est normal, personne ne comprend rien à ce que je fais, etc. Donc c'est logique, je suis en avant sur mon temps, mais non, je pense que malgré tout les gens doivent en tout cas ressentir quelque chose, je pense, ouais. Le jour s'enfuit comme une étoile, un papillon de nuit pris dans la toile. L'araignée dédaigneuse, la même plante est là, dans cette mort hideuse, il se débat. Il cherchait la lumière pour une nuit sans fin, et 4 fers en l'air, il s'éteint. Il danse au bout du fil, il part pour l'autre rive, pour le vide des chrysalides. La poussière s'avalanche sur ses ailes d'enterrement comme une neige noire
le recouvrant. Il se meurt dans la toile, la tête dans les étoiles, il se suspend comme le temps. Faire de la culture un moyen de transformation sociale, ça a d'abord été pour moi une façon de rêver parce que j'ai eu un parcours de travailleur social. Donc j'étais assistant de service social. Donc en tant qu'assistant de service social, on a un peu la douleur, pour moi en tout cas, de cautionner le système. Et à un moment donné, ça devient essentiellement et uniquement alimentaire et on ne rêve plus. Et quand il y a eu cette opportunité de créer un lieu culturel, j'ai eu envie de changer de cap. Et donc j'ai passé des examens, des concours, j'ai postulé à ce poste de directeur de la programmation et de la politique culturelle ici. Et puis j'ai été retenu, j'ai eu la chance d'avoir été retenu. Et ça avait plutôt le sens effectivement de permettre de donner des clés aux gens, d'essayer de donner des clés aux gens dans la mesure où le projet politique était clair, de donner des clés aux gens pour changer le monde plutôt que dans mon ancien parcours de le cautionner. C'était plutôt ça. La dernière fois, je suis arrivé sur scène, sur un théâtre, je sais plus où on était là. J'ai fait une intro totalement différente de celle que je faisais habituellement. Une espèce de musique un peu comme ça, un peu angoissante, quoi, vous voyez. Un peu anxiogène, comme on dirait aujourd'hui, à la Hitchcock, vous voyez, les oiseaux. Lors de son dernier repas, Jésus se leva et dit à ses disciples: on n'est pas bien là. Bon, ça en fin de spectacle ça passe, mais en début ça passe pas du tout. Ouais, voilà. Moi j'ai toujours fait en sorte et exigé en tout cas qu'on aille chercher les gens. Voilà. La population, classe moyenne, bobo qui lit Télérama ou qui lit Libé ou les Inrocks, c'est pas spécialement le public qui a besoin de nous, ou pour une ville comme la nôtre. Nous, il fallait qu'on aille chercher, qu'on rassure les enfants de milieux sociaux défavorisés, parce que c'est pas acquis de pousser la porte d'un espace culturel pour aller voir ce qui se passe. Même dans une résidence, c'est pas acquis d'aller voir la personne âgée qui a cette histoire mignonne dont je parlais tout à l'heure. Il a fallu créer des ponts, créer de la médiation culturelle, ça a du sens. Et du coup, il faut rassurer. Et du coup, il faut du temps. C'est d'arriver à vivre de ce qu'on fait. Je trouve ça génial. Je trouve ça incroyablement génial de pouvoir vivre de sa passion et de pas être obligé de faire autre chose. Ça, pour moi, c'est un bonheur où je me dis, là, j'ai réussi quelque chose et c'est un grand, grand bonheur. Après, pour aller un peu plus loin, c'est d'arriver à faire une chanson, on est content, et de se dire que c'est pas la dernière, et d'arriver à en refaire encore une autre, on se dit, bah, je suis assez content de cette chanson-là. Et d'avoir toujours envie d'en faire d'autres. Voilà, je crois que c'est de se sentir vivant, enfin créatif et vivant. Jeune fille d'amour, c'est d'abord un miroir où la femme coquette et belle aime à se voir, et gaie ou rêveuse se penche, et gaie ou rêveuse se penche. Puis comme la vertu, quand il a votre cœur, il en chasse le mal et le vice moqueur, et vous fait l'âme pure et blanche, et vous fait l'âme pure et blanche. Pour moi, la réussite dans ce métier, c'est de se sentir bien, d'être bien avec d'avoir un rapport sain avec son public et les gens qui nous entourent, parce que on a beau dire ce qu'on veut, ça crame un peu la tête, hein, d'être accueilli, on vient nous chercher, on nous parle bien, on nous dit ben là c'est là pour boire un coup, là c'est pour manger, puis là tu peux faire pipi ici. Donc si je rentre à la maison et qu'il n'y a personne pour me refoutre les pieds sur terre, je suis foutu. Mais quand j'ai démarré mes conneries à Paris, donc après la rencontre avec Alain et puis tout ça, le truc, et avec François Piron, tout le bordel, et au bout d'un moment que le boulot était un peu installé, j'ai eu le goût de rentrer dans le Nord, parce que je fais partie dans des plaies à Brassens, des imbéciles heureux qui habitent quelque part, qui viennent de quelque part, je ne sais plus comment ils disaient. Et j'ai eu un grand bonheur, un peu de temps après, qui m'ont
mon grand amour, qui m'avait embarqué dans la courée où elle habitait. Puis il y avait un vieux punk qui habitait au fond, un vieux punk ch'ti qui gueule et il dit « Hé gros !» Je fais quoi ? « Viens vire un coup. » Je vais vire. Il me dit « Je t'ai entendu hier à la radio belge là. » Je dis « Ah, j'ai dit oui, alors ?» Il est peut-être un peu fier. Il me regarde d'un air désolé, il fait « Je fais n'importe quoi. Allez, viens boire un coup. » Il était triste pour moi, tellement il a entendu mes chansons, c'était pas bon. Il me dit « Viens boire un coup. » Je suis allé boire une bière chaude, déjà ouverte, au fond de son machin. Et je me suis dit « J'ai bien fait de rentrer à la baraque. » On n'est pas dans un... Enfin, moi, je suis pas dans un espoir de réussite. On est content quand on fait une chanson, on est heureux quand on fait un album, et puis après, je pense qu'on se rendra compte si on a réussi ou pas quand on se retournera sur ce qu'on a fait dans 40, 60 ans encore. On a du temps. La guitare sud-américaine bosse la bossa nova, une pelote de laine entre les pattes d'un chat. Elle te donne mille peines pour la moindre fausse joie. La guitare sud-américaine, c'est encore plus dur qu'on croit. La guitare sud-américaine, oh là là, que tu y passes des semaines ou des mois. Tu t'entraînes et tu t'entraînes, et voilà, la guitare sud-américaine, c'est encore plus dur que l'on croit. Réussir, c'est encore des termes qui sont compliqués parce que moi c'est difficile pour moi de dire ça, mais non, mais ça a de l'importance et pas d'importance parce qu'on sait très bien que ça a de l'importance parce que si on fait un spectacle qui réussit entre guillemets, on sait très bien qu'on peut emporter plus de personnes avec soi, qu'on aura plus d'argent, qu'on aura plus de choses pour faire le prochain spectacle, donc ça c'est important. Mais en même temps, un échec entre guillemets d'un spectacle est quand même aussi intéressant. C'est le revers de la médaille, mais c'est aussi intéressant parce que c'est quand même l'erreur fait beaucoup plus avancer que la réussite, pour moi. Après, réussir dans ce métier, moi je ne peux pas dire que j'ai réussi dans ce métier. Enfin, si on regarde extérieurement, les gens ne me diraient pas, il est toujours en train de galérer. Donc moi j'accepte de galérer, ça m'amuse, voilà. Et parce que je pense que j'ai besoin aussi d'une indépendance. Donc dès que je sens une prison de quelque chose, d'une réussite, j'ai aussi besoin de m'en aller pour garder une indépendance de création. Je pense qu'il y a un peu de cet ordre-là aussi. Ce soir, il y a eu Mourad Michel avec nous, Michel. Ouais. Florent Métrier. Louis Antoine. Pierre Doric. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à mon beuge. Ça ne vaut pas le doux soleil de Grenée. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse.